Mesdames et messieurs, j'aimerais vous poser une petite question. Qui connaît le homard? Vous pouvez lever la main ceux qui savent. Le homard. Ok. Je tiens déjà à préciser que lorsque je parle de homard, je ne parle pas de l'acteur. C'est pas Omar Sy. On me l'a déjà fait celle-là. Le homard, l'animal. Ok, il y en a certains qui connaissent. J'aimerais poursuivre. Qui sait comment grandit le homard? Vous pouvez lever la main toujours. Il n'y a pas grand monde. Alors, le homard est un mollusque minuscule qui vit dans une carapace rigide, qui, elle, ne grandit jamais. Alors, on est en droit de se demander, mais du coup, comment fait le homard pour grandir? C'est tout simple. Arrivé à un certain niveau de sa croissance, le homard devient inconfortable dans sa carapace. Il est stressé, il est sous pression. Alors, il finit par se rendre sous les rochers et justement, les rochers, c'est pour se protéger des prédateurs. Il finit par se rendre sous les rochers pour se débarrasser de sa carapace et en fabriquer une nouvelle. Et bien évidemment, il arrivera un jour, tôt ou tard, où cette nouvelle carapace sera également trop petite et l'empêchera de croître. Alors le cycle va se répéter ainsi de suite tout au long de sa vie. La carapace à la base sert à protéger le homard, c'est ça sa fonction. Mais il arrive à un moment où cette carapace, ce bouclier, devient une prison, étouffe le homard. J'aimerais que vous puissiez garder cela en tête quand nous allons y revenir. Quant à ce charmant monsieur, comme il a si bien dit, c'est Ouedraogo Ganda Jean-Dominique, économiste gestionnaire de formation, qui suis devenu orateur par accident, mais l'est resté par passion. J'aimerais ce soir vous embarquer avec moi pour un voyage à travers le temps et l'espace. Mais ne vous en faites pas, pour ce voyage, vous n'aurez besoin ni de visa, ni même de passeport, encore moins de vaccin anti-corona. Juste à me donner votre attention et me suivre pendant une quinzaine de minutes. Nous décollons en 2010. Je suis un jeune garçon introverti qui préfère justement le confort de sa petite zone de confort à justement la réalité. Je passe le temps à lire des documents, des livres, souvent des livres de plus de 1000 pages que je dévore en moins d'une semaine. À 13 ans, je connais beaucoup de choses. Je connais des choses sur ce monde et sur d'autres. Je sais comment naissent les étoiles, je sais comment elles meurent. Je connais les quasars, la théorie sur les trous de verre, Alexandre le Grand, Toutankhamon. Je sais même quelle est l'unique manière de détruire l'anneau de Sauron. Spéciale dédicace au Seigneur des Anneaux. Mais par contre, ce qui m'échappe toujours, c'est justement comment avoir des interactions sociales, comment communiquer avec mes camarades, comment partager ce que j'apprends avec les autres. Cela, c'est une limite pour moi. Et c'est ainsi que je construis peu à peu, justement, mon bout de chemin, jusqu'à obtenir mon bac en 2013. Avec le diplôme vient un questionnement. À quoi cela sert-il d'accueillir autant de connaissances si je ne le partage pas avec les gens? Si je ne suis pas en mesure de m'ouvrir au monde, dans quelle mesure le monde pourrait-il s'ouvrir à moi? Il fallait que je change, alors j'ai décidé de changer. Et le premier pas vers ce changement, ça a été d'apprendre justement à m'exprimer en public. Alors j'ai décidé de m'inscrire à la liturgie de mon église et ainsi on commence les répétitions. Moi qui pensais que je n'étais pas du tout doué, surprise, j'avais raison. Je n'étais pas du tout doué. Mais tôt ou tard, il arrive le jour où il faut laisser les répétitions et aller à l'action. C'est la première fois que je dois lire à l'église. Et là, il y avait des centaines d'yeux qui me regardaient, bizarrement, un peu comme ce soir. Et j'avais peur. Ce jour-là, j'ai appris des fonctions de mon corps que j'ignorais. Tout tremblait en moi. Mes pieds, mes mains, mes lèvres, ma voix. J'étais perdu. Mais j'étais là pour quelque chose. Je me suis dit, malgré le malaise, il faut que tu y ailles. Alors, tant bien que mal, j'ai fait la lecture. Jusqu'à présent, je n'ai pas souvenir de ce que j'ai fait exactement. Je pense qu'à quelque part, mon cerveau a voulu me protéger en effaçant les détails. Et à la fin, je ne me sentais pas bien. Je me disais, j'avais tout gardé, les gens allaient m'en vouloir. Mais surprise, lorsque je sors, je pense qu'on a avancé. Mais surprise, lorsque je sors, je suis accosté par un vieil homme avec un large sourire qui m'appelle. Oh petit, viens. Et là, je me dis, peut-être que j'ai été trop dur avec moi-même.
ça n'a pas dû être si terrible que ça si j'ai des fans. Et là, il m'accoste, il me dit, c'est bien toi qui as fait la lecture? Je dis oui. Il me dit, félicitations, vraiment bravo pour la belle performance que tu as faite. Je dis, finalement, c'était pas si mal. Tu l'as fait. Et là, il continue. Il me dit, franchement, c'est super de voir des jeunes aujourd'hui qui s'engagent toujours pour l'église. C'est bien de faire la lecture. En plus, il y a aussi la chorale, il y a les enfants de chœur, il y a les servants de messe. En fait, il y a tellement de manières de servir à l'église. Finalement, je me dis, la lecture, c'est pas si obligé. Je pourrais peut-être changer. D'une manière bien gentille et polie de me dire que j'avais été exécrable, que j'ai massacré la lecture, ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui, je peux en rire avec vous, mais à l'époque, je vous assure que c'était dur. Si je pouvais disparaître sur terre, j'allais le faire. Parce que le pire dans tout ça, c'est que dans le regard de ce vieil homme, tu vois de la sincérité. Il ne parle pas en fait pour te blesser, il ne le dit pas pour te faire mal. C'est vrai. Et au fond, tu le sais. Et c'est là que j'apprends que les aigles tutoient les sommets, les escargots aussi, sauf qu'ils en bavent. Et surprise, moi je ne suis pas l'aigle de l'histoire. Alors j'en ai bavé. J'en ai bavé, j'ai dit, je ne m'arrête pas là. Parce que lorsqu'on est au fond du trou, au fond, il n'y a qu'une seule direction. Il faut grimper, il faut monter. On ne peut pas tomber encore plus bas. Alors j'ai décidé de continuer. J'ai fait les répétitions, j'ai lu. C'était toujours terrible. Mais plus je lisais, mieux je me sentais. J'avais plus autant peur. Je m'améliorais. Et au bout d'un moment, j'étais même devenu assez bon, tant et si bien qu'on me confiait les plus jeunes, pour que je les encadre. Lorsqu'on veut vraiment, et lorsqu'on s'essaie, on finit par faire reculer l'impossible. Et c'est cela justement qui nous amène à notre première escale. Nous sommes en 2015, et c'était les 10 ans de mon université. À cette occasion, il y avait un pléthore d'activités organisées. Il y avait des championnats de football, en sports divers, également en art. Et une compétition a retenu mon attention. Compétition de débat oratoire. Premier prix, 100 000 francs CFA. Je pense qu'à l'époque, je n'avais jamais tenu 100 000 francs dans mes bras. Débat oratoire, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais en tant qu'économiste gestionnaire de formation, 100 000 francs, ça je connais très bien. Et c'était une motivation plus que suffisante pour que je m'engage. Alors je fais rapidement une petite équipe et on y va. Premier match, surprise, victoire écrasante. Victoire. Mais pas de mon équipe, de l'équipe en face. En fait, on s'est fait massacrer. On s'est fait massacrer le jour-là, j'ai perdu non seulement le match, l'espoir des 100 000 francs, mais également 2-3 morceaux de ma dignité. Mais paradoxalement à cela, c'est à la finale de cette même compétition, même si je n'étais pas compétiteur, même si je n'étais pas orateur, j'étais juste spectateur, je pense que j'ai été l'heureux gagnant. Parce que certes, celui qui a gagné, il a remporté un trophée et les 100 000 francs CFA, mais ce jour-là, en voyant des jeunes comme moi, des camarades à moi, faire preuve d'autant de sagacité dans leur éloquence, dans leur verbe, pouvoir convaincre, stimuler la foule de cette manière, j'ai eu un rêve. Et là, je vous vois venir. J'ai eu un rêve, Martin Luther King, plagiat. Mais je tiens à préciser que Martin Luther King, n'ayant pas le monopole du sommeil, il ne peut pas avoir le monopole du rêve. Donc je dis, j'ai eu un rêve. Le rêve d'un jour être comme ces gens-là. Le rêve d'un jour être un grand orateur. Alors juste après cette compétition, j'ai commencé... Ah oui, c'est moi. Lorsque j'avais 13 ans. Et s'il y a un doute, c'est moi qui porte le costume 3 pièces. On dirait que c'est celui de mon père, mais je jure c'était le mien. Et pour ma défense, ils m'ont dit que j'étais sapé le jour-là. Donc, je commence justement à m'entraîner. Et première année, seconde année, troisième année, beaucoup de compétitions. Mais malheureusement, à chaque fois, je n'arrive jamais à remporter le titre. Certes, il y a eu quelques victoires de match, mais jamais le trophée. Et pourtant, je m'étais amélioré parce qu'on ne peut pas rester médiocre pendant 3 ans. Et en plus, je m'étais entouré des meilleurs, en tout cas à l'époque. Il y avait Fabius, il y avait Mathilde, il y avait Jonathan. Jonathan étant justement celui qui a remporté la compétition en 2015. Celui qui m'a inspiré et qui m'a justement donné l'envie de me lancer dans le débat oratoire. Et finalement, on était dans la même équipe. Et eux tous, ils avaient déjà des trophées. Sauf moi.
Et donc, ils ont fini par m'appeler le roi sans couronne. Je me console en disant que c'était affectueux. Et c'était d'autant plus difficile qu'à la maison, maman n'était pas vraiment pour le fait que je me lance dans les débats oratoires. Parce que pour elle, c'était une distraction qui m'éloignait de l'essentiel, les études. Et à chaque fois que finalement je finissais par perdre et que je rentrais à la maison, tout triste, elle finissait par me sortir une de ses phrases fétiches. Tu vois? Vous les enfants, on vous parle, vous n'écoutez pas. Depuis là, que débat oratoire, tu es allé où? Tu as apporté quoi à la maison? Il faut continuer seulement. Tu as dit tu peux, non? Tiens. Et c'est là que j'apprends que lorsqu'on décide en fait de suivre le chemin de ses rêves, bien souvent les plus grands obstacles sur notre chemin, c'est les personnes qui nous aiment le plus, c'est les personnes les plus proches de nous. Et ces personnes ne le font pas par méchanceté, elles ne le font pas en fait pour vous faire mal, bien au contraire. C'est parce qu'elles vous aiment, elles veulent vous protéger. Et bien souvent, vous protéger signifie briser vos rêves, car vos rêves sont dangereux, du moins de leur point de vue. Et quand cette situation se présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? Et je ne me suis pas arrêté, j'ai décidé de continuer. Et nous arrivons à notre seconde escale. Nous sommes en 2018, plus précisément en octobre 2018. Je remporte ma première compétition de débat oratoire, le championnat national de débat oratoire du Burkina Faso, avec mon université. Jusqu'à présent, lorsque je le pense, je pense que c'est le titre dont je suis le plus fier. Cependant, après cela, oui, vous pouvez applaudir. Cependant, après cela, il s'en est suivi une dizaine d'autres titres, que ce soit national ou international, en tant qu'orateur, que débatteur ou encore en tant que coach d'équipe. Tout commençait à aller, ça commençait à me réussir. Et même que, souvent, on est illimité, mais il y a souvent certaines limites qui demeurent. Et tant et si bien que finalement, maman qui faisait tout pour me dissuader, elle a fini par être la présidente de mon fan club. C'était elle qui est devenue ma coach. Lorsque je venais avec un thème, on s'asseyait et me disait ça, non, ça là, toi aussi. Oui, c'est ça c'est la bonne voie. Elle me coachait à la maison. Et donc, lorsqu'on décide d'embrasser vraiment sa passion et qu'on montre qu'on est certain de la voie qu'on a commencé à apprendre, il arrive un moment où ceux qui s'y opposaient finiront par nous encourager. Parce qu'ils se diront que peu importe ce qu'ils vont faire, nous allons y aller, alors autant nous soutenir. Donc il faut de la persévérance et après, on rassure nos proches et eux pourront ensuite nous accompagner. Et c'est ainsi que nous arrivons, troisième escale, 2021, ou en deux, oui, premier trophée en 2018. 2021 ou en deux après Covid, comme j'aime à le dire. Et là, je reçois un message de ma petite amie, bon, enfin, de mon ex, bon, enfin, de ma copine de l'époque qui est mon ex aujourd'hui. Et cela disait Dominique, virgule. Bon, déjà, quand ta petite amie t'appelle par ton prénom, tu sais que c'est pas pour te dire je t'aime. Donc, Dominique, virgule, tu ne sais pas communiquer. Il dit quoi? Dominique, tu ne sais pas communiquer. Bah, je ne t'ai jamais dit que j'ai remporté le championnat national de débat oratoire. J'ai remporté des dizaines de trophées. Tu ne peux pas me dire que je ne sais pas communiquer. Et pour seule réponse, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé une photo où j'étais seul devant un public de plus de 500 personnes. Et j'étais là justement en train de communiquer avec la foule. Parce que je sais communiquer, j'ai travaillé pour ça. Et là, elle répond, en fait, tu ne me comprends pas. Tu sais bien parler, c'est vrai, tu parles bien. Mais tu ne sais pas communiquer. Et c'est à ce moment que, avec du recul, je me rends compte qu'elle a vraiment raison. Certes, à chaque fois, je voulais qu'on communique lorsque on avait une dispute, lorsqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais à chaque fois, lorsque je l'appelais pour qu'on discute, c'était pour pouvoir avoir raison. Et chaque fois que j'écoutais, c'était pour pouvoir répondre. Et je finissais toujours par avoir raison. Parce que j'utilisais les techniques de débat oratoire. Mais la vie, ce n'est pas un match. Ce n'est pas une compétition. Et c'était vrai. Pourtant,
Le rêve du jeune garçon de 13 ans, c'était d'apprendre à partager avec les gens, d'avoir des interactions sociales, de savoir communiquer. Ce n'était pas d'être un grand débatteur. Et donc, finalement, je m'étais perdu sur le chemin. Alors j'ai décidé de retravailler cela. Et c'est ainsi que je me rends compte que finalement, nous ne sommes pas si différents des homards. Grande révélation de la soirée, le cousin de l'homme, ce n'est pas le chimpanzé, c'est le homard. Vous pouvez dire que c'est Dominique qui l'a dit en premier. C'est vrai que nous n'avons pas de carapace, du moins physiquement. Mais lorsque nous décidons de suivre nos rêves, nous nous rendons compte en fait que nous sommes limités par notre zone de confort, constituée d'a priori, constituée de conventions sociales, de normes. De toute façon, je ne suis pas capable, donc ce n'est pas la peine d'essayer. De toute façon, tu es trop jeune ou bien tu es une fille. Il y a autant de choses que nous utilisons comme une zone de confort qui s'apparente à la carapace du homard. Mais lorsqu'on décide de suivre le chemin de nos rêves, il y a un moment où cela nous limite. Et nous sommes obligés de nous en débarrasser pour pouvoir grandir. Mais c'est difficile. Car comme le homard, lorsqu'on se débarrasse de cette carapace, nous sommes vulnérables, livrés au regard des gens. Et le regard des gens, souvent, c'est très douloureux. Mais pourtant, nous l'avons tous déjà fait. Je vous invite à repenser à un moment où vous avez réussi justement à faire quelque chose dont vous êtes très fiers. Si vous y repensez réellement, vous allez vous rendre compte que juste avant, vous étiez peut-être stressé, sous pression, mais vous avez réussi en persévérant. Et tout au long de notre vie, nous sommes comme le homard, nous grandissons en repoussant nos limites. Et finalement, nous sommes faits du même tissu que les rêves. Nous sommes illimités. Et c'est ainsi que j'aimerais que vous puissiez tous vous lever, s'il vous plaît, avec moi. Vous puissiez vous lever. Et on va faire un exercice. On va s'étirer. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps qu'on est assis, mais on va s'étirer ensemble. On suit mon mouvement, on s'étire. Et on ouvre les mains. Félicitations, vous êtes débarrassé de votre carapace. Vous êtes désormais illimité.